merci beaucoup Marine d'être là. Et donc je vais te présenter de manière très succincte. Tu es juriste de formation et tu as fondé l'ONG Wild Legal pour lutter en faveur des droits du vivant, puisque la biodiversité, le vivant, est quand même le grand oublié de cette lutte contre le réchauffement climatique. Et donc la carte blanche commence maintenant. Je vais commencer par une petite devinette en vous posant la question, à votre avis, quel est le point commun entre les gigantesques mines d'or en Amazonie française, des bateaux-usines qui vident les océans des poissons, des millions d'hectares de monocultures aspergés par des pesticides et des coupes rases dans nos forêts pour produire du papier? Le point commun, c'est que toutes ces activités sont parfaitement légales. Pour la plupart d'entre elles, elles sont autorisées par nos pouvoirs politiques, elles sont validées par nos lois et elles sont encouragées par un modèle économique prédateur, destructeur, extractiviste. Vous imaginez ma tête quand, après 8 années de droit, mon diplôme en poche, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que tout ce qu'on apprenait en droit de l'environnement, c'était en fait des grandes paroles pour la plupart du temps, et que dans la réalité, ce qu'on autorisait sur le terrain, c'était absolument dramatique et dévastateur. Alors une fois qu'on réalise ça, on est un peu comme ces jeunes d'AgroParisTech, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Une fois le diplôme en poche, est-ce qu'il faut déserter, bifurquer ou un autre vocabulaire, baisser la tête, fermer les yeux, se boucher les oreilles? Qu'est-ce qu'il faut choisir en fait comme voie pour à la fois se sentir bien en tant que professionnel dans son début de carrière, mais aussi être en accord avec ses valeurs? Moi j'ai décidé de ne pas vraiment bifurquer, juste de trouver ma voie. Je me suis attaquée au plus gros, aux entreprises les plus représentatives du problème actuel. Je suis partie en Guyane, je me suis mobilisée contre le projet Montagne d'Or, qui était le plus gros projet de mine d'or à ciel ouvert jamais imaginé et conçu sur le territoire français. Je me suis attaquée à Total, qui a eu la formidable idée en pleine COP, encore une fois, de nous envoyer un bateau forage au large de Kourou pour tester la présence de pétrole dans le récif de l'Amazone. Je me suis attaquée à Monsanto, je me suis attaquée à de nombreux autres projets vraiment emblématiques de ce qui ne va pas dans notre société et qui, pour moi, questionnaient fondamentalement en fait, la place du droit. Parce que, finalement, qu'est-ce que ça reflète de nous comme société lorsqu'on tolère ce genre d'actions vis-à-vis de la nature qui sont proprement criminelles et pour certaines même à la limite de la sociopathie, parce qu'on s'attaque vraiment aux conditions d'habitabilité de nos écosystèmes, on se met en danger nous-mêmes. Donc c'est pour moi même la définition d'un sociopathe, quelqu'un qui est contraire à l'intérêt général, c'est-à-dire qui porte atteinte dans ses actes, dans ses agissements, à l'intérêt de tous, humains et non humains. Et donc face à cette crise écologique, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience qu'en fait, il n'y a pas moyen de faire autrement que de passer par la radicalité. Radicalité pour changer notre rapport au vivant, radicalité pour mettre fin à une politique qui est une politique de la terre brûlée. Une politique, après nous, le déluge. Une politique où en fait, il ne reste rien une fois qu'on a épuisé nos ressources. C'est comme si on se comportait comme des criquets qui se déplacent d'un endroit à un autre, sauf qu'il n'y a pas de deuxième planète sur laquelle on pourrait potentiellement justement aller vivre. Donc, ce que je vois sur le terrain en tant que juriste au quotidien dans mon travail, puisque j'ai fait le choix du coup de ne pas rentrer dans un cabinet d'avocats, mais de me dédier entièrement à la cause des associations sur le terrain, c'est des territoires de résistance, comme on l'a vu récemment à Solingen, comme on le voit ailleurs, où finalement, face à l'échec du droit, il y a une résistance du terrain, mais aussi d'autres luttes où le droit devient vraiment un outil de réflexion pour aller en justice. Et malheureusement, on se rend bien compte dans ces luttes-là que le droit, il est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que si c'était entre de bonnes mains, ceux qui écrivent le droit pourraient protéger la nature. Sauf qu'on se rend compte que finalement, le droit aujourd'hui, il est biaisé parce qu'il sert d'outil plus pour protéger l'intérêt général, plus pour protéger le peuple, l'intégrité du territoire dans lequel on habite, mais pour protéger des intérêts privés, de grandes entreprises et pour protéger le profit de ces personnes-là. Donc, il y a un mouvement mondial qui est né
dans les années 70, qui s'appelle le Mouvement pour les droits de la nature. Les années 70, et plus particulièrement 1972, c'est une année un peu repère comme ça, c'est l'année de la publication du rapport Meadows sur les limites de la croissance, et c'est aussi l'année de l'écriture d'un article qui est passé un peu sous les radars à l'époque, qui s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?», qui a été écrit par un universitaire américain qui s'appelle Christopher Stone, et qui, pour la première fois, pose sur le papier non seulement la faisabilité de reconnaître des droits aux vivants, mais en plus de ça, son absolue nécessité pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, en 1970, on avait déjà parfaitement compris que si on continuait sur cette trajectoire, la Terre allait basculer. Et en fait, depuis les années 70, ce mouvement, il s'est lentement, mais sûrement propagé un peu partout dans le monde, et depuis 2008 comme une vraie traînée de poudre, puisque avec la reconnaissance des droits de la nature dans la constitution équatorienne, qui est déjà un beau pied de nez en soi à Texaco Chevron et à toutes les industries qui ont pollué l'Amazonie, eh bien, la Terre s'est vue reconnaître comme un sujet de droit à part entière. La Terre-Mère, la Pachamama, en Équateur, a des droits depuis 2008. Et partout, et dans de nombreux territoires, partout sur de nombreux continents, eh bien, les droits de la nature sont en train de se propager, des USA jusqu'en Australie, d'Ouganda jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et c'est en train de prendre partout parce que ça répond à un besoin, celui de la Terre et de ceux qui l'habitent. Alors, je voulais parler de solutions puisqu'on parle d'actes. J'aurais pas le temps de vous parler de toutes ces solutions et de tout ce mouvement juridique. Par contre, je voudrais vous parler de ce que vous pouvez faire. Parce que donner des droits à la nature, c'est aussi prendre ses responsabilités en tant que gardien. La nature, elle ne peut pas se défendre par elle-même, par définition. Elle a besoin de nous pour la représenter, pour être gardien et gardienne, parler au nom et dans les intérêts uniques de la nature. Et donc, comment est-ce que, en tant que citoyen et citoyenne, on ne prend pas à cette désobéissance fertile? Comment on fait acte de résistance? Comment on reconstruit une démocratie par et pour les vivants? C'est vraiment tout le travail qui est en train de se mettre en place un peu partout dans le monde, comme je vous disais. Et pour vous dire à quel point c'est en train de se rapprocher de la France, je vais vous citer juste un exemple pour vous illustrer à quoi ça sert très concrètement. Il faut savoir que, par exemple, chez nos voisins espagnols, depuis 60 ans, le développement industriel de l'agriculture a mené à une forte contamination d'une lagune qui s'appelle la Mar Menor, qui est une des plus grandes lagunes sur le littoral méditerranéen. Eh bien, il y a quelques années, des citoyens se sont dit « ça suffit, stop ». C'est complètement déréglé, il n'y a plus de limites. Il faut désormais doter cet écosystème de droits pour elle, pour cet écosystème, pour cette lagune. Et donc, ces citoyens se sont mobilisés, ils ont lancé une grande pétition. Ils ont récolté plus de 615 000 signatures. Et en Espagne, c'est ce qui permet d'enclencher ce qu'on appelle l'initiative législative citoyenne. Donc, ils ont saisi le Congrès espagnol en disant « Nous voulons reconnaître les droits de cet écosystème, de cette lagune qui en permanence subit les pollutions agricoles, l'artificialisation des sols et qui meurt littéralement sous nos yeux, parce qu'elle était de manière assez récurrente, il y avait des poissons qui mouraient asphyxiés à cause de l'eutrophisation de l'eau, à cause de l'asphyxie du coup qu'ils subissaient dans cet écosystème. Eh bien, le 30 septembre dernier, c'est la première fois qu'en Europe, un écosystème se voit reconnaître sujet de droit. Le Parlement espagnol a décidé, à quasi-unanimité, d'accorder à la fois la personnalité juridique à cet écosystème. C'est donc une personne dotée de droits fondamentaux, du droit au respect de son intégrité, du droit à la santé, du droit au respect de ses cycles vitaux. Et elle a désormais un organe de tutelle, un ensemble de scientifiques, d'élus, de citoyens, de gardiens, qui siègent justement ensemble pour trouver une nouvelle manière de faire de la politique localement et trouver des solutions face justement à cette urbanisation croissante et à ces pollutions d'origine agricole. Et c'est un vrai espoir parce que pour une fois, il y a un vrai rapport de force. C'est plus 3 citoyens et 4 pancartes. Pour le coup, c'est des droits qui peuvent être portés à la fois dans l'administration et devant les tribunaux. Des gens qui peuvent concrètement agir pour dire « je suis et je parle au nom des intérêts de la lagune en tant que membre de cet écosystème, en tant que dépendant de cet écosystème, je parle au nom de cet écosystème et je le représente ». Et ça, c'est extrêmement important. C'est important parce que ça engage un rapport de force politique, juridique et démocratique complètement différent de ce qu'on connaît chez nous. Alors, si ce message, justement, il vous inspire aussi et qui vous donne de l'espoir, parce que c'est avant tout aussi une question d'espoir. Pour agir, il faut avoir
une certaine forme de flamme et d'espoir que les choses peuvent évoluer, eh bien sachez que justement vous n'êtes pas seul. C'est en train d'arriver partout dans le monde, et notamment en France. Donc, j'ai créé en 2019 une association qui s'appelle Wild Legal, qui est à la fois une école pour enseigner justement ces droits de la nature, parce que je suis absolument convaincue qu'en fait, les droits de la nature doivent devenir un outil citoyen. Le droit en tant que tel n'est pas un outil d'expert. D'ailleurs, l'adage, c'est « chacun doit connaître la loi ». Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, le droit doit être pensé justement pour aider les citoyens à la fois à obtenir justice et à lutter lorsque c'est nécessaire pour leurs droits. Et bien là, on est dans une situation où le réchauffement climatique et le bouleversement de nos écosystèmes menacent notre droit à la vie, notre droit à la santé, notre droit à l'intégrité physique, et demain, celle aussi de tous les écosystèmes dont nous sommes entièrement dépendants. Et donc il s'agit vraiment de prendre complètement en main ce droit, d'où l'objectif de l'association, de vraiment former les citoyens à ces outils pour que ça devienne un outil concret de mobilisation et de lutte. Mais c'est aussi un incubateur dans le sens où on essaye d'accompagner des territoires qui justement au niveau local souhaitent essayer, souhaitent se poser la question, comment nous on pourrait intégrer les droits de la nature dans nos outils, dans notre manière de faire. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est on accompagne des associations, des syndicats de gestion des eaux, des parcs naturels, des élus, des collectivités ou des régions, pour justement aller de l'avant, se dire voilà, on peut intégrer, on a des documents d'urbanisme, on peut écrire nous aussi des règlements à l'échelle locale, des chartes de parcs ou tout autre document, c'est notre responsabilité de montrer qu'on peut le faire. Notre ambition, je ne vous le cache pas, c'est que face à l'inaction du gouvernement, face à l'horizon qui est complètement bouché au niveau législatif, enfin, on va se dire les choses honnêtement. Notre ambition, c'est de se dire, voilà, si on est plein de petites rivières, c'est sûr qu'un jour, ça fera un fleuve. Et donc, du coup, on passe par tous les écosystèmes, notamment les écosystèmes aquatiques, les petites rivières, mais aussi les fleuves qui sont encore sauvages. On a monté un programme d'expérimentation avec une association qui rassemble des hydrologues qui s'appelle Rivières Sauvages, justement, et qui labellise les rivières qui sont encore préservées. Et donc, du coup, on passe par ces territoires où il y a vraiment une envie d'agir, où il y a des gens qui sont proactifs, qui s'engagent vraiment pour protéger ces écosystèmes. Et on dit, voilà, comment on va trouver des nouvelles manières de faire ensemble. Et vous pouvez tout à fait rejoindre ce mouvement. Vous pouvez être acteur à la fois en vous formant, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, il faut commencer par se former et... voilà, je ne vais pas vous faire un cours magistral de droit, ce n'est pas la peine. Mais par contre, vous pouvez, par exemple, commencer à lire notre petit manuel des droits de la nature sur notre site internet. C'est wildlegal.eu/petit-manuel. Vous avez votre premier chapitre et si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez ensuite vous le procurer. Vous pouvez du coup devenir porte-parole de ces idées, les essaimer, que ce soit dans vos collectivités territoriales, auprès des associations dans lesquelles vous militez déjà, parce que voilà, il y a beaucoup de gens ici qui sont déjà très engagés dans des associations. Donc si vous faites connaître ces idées dans vos associations et que vous expliquez pourquoi ça peut être un outil concret dans vos luttes, que ce soit les luttes locales sur les territoires, les mobilisations, bassines ou pas bassines, quel que soit le territoire sur lequel on est impliqué, et que vous êtes du coup comme un poisson pilote dans vos organisations pour porter ces idées, nous, ça nous permet aussi de travailler avec vous, de vous apporter du coup ce savoir et de savoir qu'il va être utilisé concrètement sur le terrain. Et puis, ensemble, du coup, grâce à ces outils, on peut vraiment repenser une République nouvelle. Et je voulais finir, parce que je pense que mon temps est largement épuisé, sur une citation que j'ai adorée, que j'ai mis dans mon livre aussi, celle de Jeanne Burgat-Goutal, dans un livre qui s'appelle « Être écoféministe », et qui dit « Pas de liberté sans respect des limites planétaires, pas d'égalité sans commun désirable, et pas de fraternité sans inclure les non-humains ». Je vous remercie.